Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Douchimakité. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs, à ce rendez-vous d'information de ce jeudi 2 novembre 2023, dont voici le sommaire. Le manque d'éléments suffisants pour constituer un dossier judiciaire est le principal facteur qui freine l'avancement des dossiers en rapport avec les cas de disparition forcée au Burundi. C'est du moins les propos de la ministre de la Justice que vous allez écouter dans cette édition. Au sommaire également, le conseiller juridique du gouverneur de la province de Rumongue est accusé par certains habitants de cette province d'user des manœuvres dilatoires pour les faire perdre les actions en justice. Et le manque de produits d'exportation, la mauvaise exploitation des minerais et la négligence dans la mise en application des projets de développement ainsi que la mauvaise gouvernance sont entre autres les causes derrière la carence de devises qui se remarque toujours au Burundi selon le président de l'ORICOM. Voilà pour le sommaire. Célébration ce 2 novembre de la journée internationale de la fin de l'impunité des crimes commis contre les journalistes. Une date est choisie en mémoire de 2 journalistes de la Radio France Internationale assassinés le 2 novembre 2013. Ghislaine Dupont et Jean-Claude Verlon ont été tués à Kidal au Mali alors qu'ils couvraient une opération dénommée Serval lancée dans la zone sahélo-saharienne pour combattre le terrorisme qui faisait régner la terreur dans la région. 10 ans après, les bourreaux cavalent, d'où l'importance de cette journée qui vise à se tenir et à s'assurer que ce genre de crime ne reste plus impuni. Vous saurez que selon Reporters sans frontières, plus de 90% des crimes contre les journalistes restent impunis. C'est notamment le cas au Burundi, où rien n'a toujours été fait pour arrêter et juger le responsable de l'assassinat du journaliste Christophe Nkezabahizi et toute sa famille, alors que les auteurs ainsi que les commanditaires sont connus. Jean-Marie Hezimana, membre de la famille Nkezabahizi, en a profité pour demander à la communauté internationale de contraindre le gouvernement du Burundi à diligenter des enquêtes minutieuses et sans faux fuyant afin que les responsables soient traduits en justice. Aujourd'hui, c'est la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes. Cette journée arrive au moment où au Burundi, il y a des crimes qui se sont commis, y compris des crimes graves tels que les disparitions forcées et les assassinats contre les journalistes, et le gouvernement du Burundi n'a rien fait, et la justice du Burundi s'illustre par une inertie totale pour traduire devant la justice les commanditaires et les exécutants de ces crimes. C'est une honte pour la justice burundaise, ces crimes impunis. C'est éprouvant pour les Burundais et la famille des journalistes qui attendent cette justice qui tarde à venir et qui visiblement n'est même pas là pour les soulager. Dans la famille Christophe Nkezabahizi, on a 2 choses à demander. 1. Au président de la République du Burundi. Le président de la République du Burundi, Evariste Ndayishimiye, est le garant de la justice. Nous lui demandons d'user de tout son pouvoir pour que les auteurs soient traduits devant la justice, car ils sont connus. 2. À la communauté internationale. Cette journée est internationale. Nous demandons à la communauté internationale et les associations internationales d'user de leur influence pour que le gouvernement du Burundi accepte de traduire devant la justice les assassins de Christophe Nkezabahizi et toute sa famille. Toujours au chapitre droits de l'homme, la situation des droits de l'homme au Burundi s'est nettement améliorée depuis 2020. Déclaration de la ministre de la Justice ce mercredi lors des activités de la 2040e réunion du comité contre la torture. La ministre Domine Banyankimbona a indiqué que la justice burundaise n'a que 8 cas de dossier en rapport avec la torture. Pour le cas de disparition forcée, la ministre Banyankimbona indique que même pour les cas enregistrés, le ministère public ne trouve pas suffisamment d'éléments pour constituer un dossier. Je vous prie de l'écouter.
Pour les cas de torture et de disparition forcée qui sont portés à la connaissance de l'autorité judiciaire, il importe de signaler que ces enquêtes sont menées conformément à la loi en vigueur. D'emblée, permettez-moi de faire remarquer que le comité sur la torture a travaillé sur des rapports des organisations de la société civile et ceux des organismes du système des Nations Unies qui ont relaté des événements du passé, spécialement ceux de 2015, donc d'il y a 8 ans. Si on en tient compte des données contenues dans les rapports fournis par ces organisations, vous noterez que la situation au Burundi serait catastrophique. Cependant, vous noterez qu'actuellement, le Burundi se trouve dans une nouvelle ère, et cela depuis 2020, avec la mise en place du gouvernement laborieux. Actuellement, affirmons sans embâche que personne n'est au-dessus de la loi au Burundi, dans la mesure où quiconque commet une infraction est poursuivi sans toute autre considération. Ainsi, les cas de torture qui sont actuellement en instruction devant les instances judiciaires sont au nombre de 8. Pour les cas de disparition forcée, à part que les cas rapportés à la justice ne sont pas du tout nombreux, le défi rencontré est qu'une fois le dossier ouvert contre X, on ne trouve personne qui collaborerait avec l'officier du ministère public pour lui fournir des informations nécessaires. Cependant, il importe de signaler que des défis, notamment liés à l'instruction des cas de torture, ne manquent pas. En effet, l'instruction de ces dossiers requiert une expertise étrangère au domaine judiciaire, à savoir l'intervention des médecins légistes qui ne sont pas encore disponibles au Burundi. Parmi les défis que connaît la justice burundaise et qui constituent un obstacle pour son fonctionnement, la ministre Banyankimbona a parlé du maigre budget alloué à son ministère. Toutefois, elle reconnaît qu'il y a une légère amélioration avec le budget en cours. Suivez encore une fois la ministre Banyankimbona. L'État du Burundi est en train de lever les défis soulevés en rapport avec les magistrats corrompus et le budget limité alloué au ministère de la Justice. Concernant les magistrats qui continuent à demander des pots de vin malgré la moralisation continue faite à leur endroit, une fois les moyens de preuve réunis, sont systématiquement sanctionnés conformément à la loi. Actuellement, 27 magistrats et 3 conseillers du ministre sont emprisonnés pour cause de corruption. Pour le budget limité, il importe de signaler qu'il y a eu une certaine augmentation de ce budget au cours de l'exercice budgétaire en cours 2023-2024. En effet, au cours de l'exercice budgétaire 2020-2021, ce budget était environ de 25 milliards, tandis qu'au cours de l'exercice budgétaire en cours, le budget s'est doublé à plus de 50 milliards. Mais si ce budget reste limité, l'important est de constater les efforts qui ont été consentis par l'État du Burundi pour pouvoir améliorer l'accomplissement des missions allouées au ministère de la Justice. Par rapport aux mesures prises pour renforcer les capacités et l'indépendance du système judiciaire, la Constitution de la République du Burundi garantit au juge une indépendance et dispose que le juge décide selon la loi et son intime conviction. Ainsi, des formations variées et continues sont dispensées à l'endroit des magistrats par le Centre de formation professionnelle de la justice, en collaboration avec le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales et des droits de la personne humaine et du genre, et certains partenaires au développement, sans oublier les autres sectoriels. De son côté, la société civile burundaise indique qu'il n'y a jamais eu une amélioration en matière des droits de l'homme au Burundi depuis la crise de 2015. Lambert Nigarula, un des activistes qui participent dans cette session, indique qu'ils ont eu à présenter les rapports des violations des droits de l'homme au Burundi avec des preuves irréfutables. La société civile burundaise, une dizaine d'organisations avaient produit un rapport alternatif sur la situation des droits de l'homme en général, mais surtout les actes de torture au Burundi. On était donc invités dans ce cadre devant le comité contre la torture et dans sa 78e session de ce comité. Et on avait donc présenté un rapport devant les commissaires de ce comité. Par rapport à la situation, on avait démontré que les actes de torture et traitements cruels, inhumains et dégradants
ont été commis et continuent à se commettre en toute impunité au Burundi. On a dressé un bilan avec des chiffres à l'appui par rapport à cette situation. Et le rapport qui a été bien apprécié par le comité, et d'ailleurs on a fait une séance avec le comité par rapport à ce rapport alternatif. Et le lendemain, donc, il y a eu la session avec la délégation du gouvernement du Burundi. Par rapport aux questions qui ont été posées, je dirais, le comité a cherché à savoir les mesures qui ont été prises par rapport aux auteurs des crimes qui ont été commis, bien documentés, avec des preuves à l'appui que le comité disposait. Mais malheureusement, le procureur général de la République, dans sa tentative de réponse, a donné des numéros de dossiers qui ont été ouverts pour ces présumés auteurs des crimes, mais n'a jamais précisé dans aucun dossier que un dossier poursuivait un tel officier de police ou un agent de renseignement. Donc c'était une réponse incomplète et non précise. Lambert Nigarula tient toutefois à féliciter la délégation du gouvernement burundais pour une fois avoir participé pleinement dans ces travaux. Encore une fois, Lambert Nigarula. On a été content que quand même pour une fois, la délégation du Burundi a pu participer activement. La délégation est restée dans la salle dans toutes les séances de questions-réponses, ce qui est une bonne chose. Mais d'autre part, on a le regret que les questions pourtant pertinentes qui avaient été posées par le comité, et des questions sur la situation, des cas de torture qui ont été documentés avec des preuves à l'appui, ces questions étaient pourtant précises, mais la délégation du Burundi n'a pas pu répondre à ces questions de manière convaincante, soit elle a donné des explications vagues dans un contexte général, soit elle a donné des réponses incomplètes, non précises, soit des réponses évasives ou tout simplement des fausses réponses. Et donc le constat est quand même un constat d'amertume par rapport à la réponse apportée par la délégation, tout en espérant qu'avec les recommandations, le Burundi pourra se saisir. Autre constat, c'est que la délégation du Burundi a cherché à défendre la jeunesse du parti au pouvoir en disant que la délégation de 16 personnes, s'ils avaient moins de 40 ans, ils étaient tous Imbonerakure. Et en disant que accuser les Imbonerakure, c'est menacer la démocratie. Et là, on se pose la question de savoir, finalement, dans une délégation gouvernementale de 16 personnes, tous dans un seul parti, alors qu'il y avait même des hauts gradés de la police. Et à ce moment, c'est ça la démocratie. Bon, c'est vraiment un constat d'amertume, mais on remercie quand même le gouvernement d'avoir accepté de s'asseoir et participer, bien que les réponses n'étaient pas correctes. Toujours au chapitre droits de l'homme, au cours de ces 9 derniers mois de l'année en cours, la coalition burundaise de défenseurs des droits de l'homme, CBDH, a constaté une stigmatisation des défenseurs des droits de l'homme en exil et discrimination aux débats internationaux. La CBDH donne l'exemple d'une délégation du gouvernement du Burundi qui a boycotté la conférence régionale de l'EAC et celle de la session du comité des droits de l'homme à Genève suite à la présence des défenseurs des droits de l'homme en exil. Écoutez Gervais Nibigila, chargé des programmes et de la communication au sein de la CBDH. Et nous avons remarqué qu'il y a la stigmatisation des DDH en exil et discrimination aux débats internationaux. Il y a eu une menace de boycotter et une conférence régionale de l'EAC par la délégation burundaise organisée à Kampala du 14 au 15 juin sur le thème des droits de l'homme et des affaires, où la délégation burundaise a avancé le prétexte d'insécurité suite à la présence d'un défenseur des droits humains en exil. Ça reste des panélistes. Il y a aussi le boycott de la session du comité des droits de l'homme le 3 juillet à Genève suite à la présence d'un défenseur des droits de l'homme en exil. La délégation gouvernementale conduite par la ministre des droits de l'homme est sortie de la salle à l'ouverture de la session de présentation de son 3e rapport périodique sur l'application des dispositions du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Et ceci a une partie sur le travail des DDH, car
les TDH en exil sont privés de contribuer au débat international qui intéresse le Burundi. Il y a aussi l'exclusion en défaveur des défenseurs des droits humains en exil. Et c'est pourquoi nous recommandons au gouvernement de reconnaître que le droit de participer dans les affaires du pays est un droit universel et de se garder et de confiner l'opération dans la logique de la pensée unique, d'admettre que les opinions critiques des DDH en exil sont nécessaires pour bâtir un État démocratique. Et nous avons aussi remarqué qu'il y a eu l'obstruction de l'accès aux sources d'information durant cette période. Et jeudi le 30 mars 2023, pendant le procès de journaliste Florian Yangabiye et le directeur de la prison de Muyinga a refusé aux journalistes l'accès à la salle des audiences et les a confisqués tous les appareils permettant de prendre ou conserver les informations. Cette attitude handicape la collecte des informations en violation de l'article 45 de la loi et régissant la presse au Burundi. La CBDH dénonce l'obstruction de l'accès aux sources d'information et des propos dénigrant le travail des défenseurs des droits de l'homme. Écoutez encore une fois Gervais Nibigila. Il y a aussi des propos dénigrant le travail des défenseurs des droits humains. Et lors de la clôture de la 6e conférence de la jeunesse à Gitega, en date du 23 mars 2023, le président de la République nationaliste a tourné en dérision la demande de la société civile de réguler les prix des produits et de première nécessité et d'interdire le commerce aux mandataires publics. Il a qualifié les membres de la société civile de fainéants. Et son discours est particulièrement acharné sur la personne du candidat de l'ORICOM qui avait fait des communications avec la rareté des devises et la dévaluation de la monnaie qui provoque la pénurie des produits de première nécessité et la cherté de la vie au Burundi. Ces propos ont été qualifiés de dépassés et pourris. Et ceci a un impact sur les activités, mais aussi si les personnes en rapport avec leur travail. Et là, la société civile alors est privée d'une partie de l'audience, la jeunesse terrifiée par ces propos médias. Et la peur s'installe aussi dans la société civile, mais aussi au risque de stigmatisation et un appel au lynchage des membres de la société civile qui expriment la réalité de la situation et du pays. Et donc l'opération est tétanisée face à la gravité de la situation socio-économique. Et c'est pourquoi nous recommandons au président de la République de s'abstenir de dénigrer la société civile critique, mais d'encourager la liberté d'opinion, de favoriser le partage d'informations sur la réalité socio-économique qui traverse le pays. Et au gouvernement du Burundi de mettre en place un mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et à CNDH de s'acquitter de sa tâche d'accompagner le gouvernement dans la protection et la promotion des droits humains, de déclencher le processus conduisant à la mise en place d'un mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et de s'impliquer pour que leur travail soit reconnu comme une contribution fondamentale à l'édification d'un état de droit qui nécessite une protection légale. C'était Gervais Nibigila, chargé des programmes et de la communication au sein de la CBDH. Après une petite transition, nous parlons gouvernance. Certains habitants de la province de Rumongue s'inscrivent en faux contre l'attitude du conseiller juridique et du gouverneur de cette province qui, par de manœuvres dilatoires, les font perdre leur action en justice. Cet habitant explique que lorsqu'ils trouvent louche la décision des conseillers coronaires en cas de litige et qu'ils aillent demander conseil au conseiller juridique du gouverneur, ce dernier, au lieu de les aviser, ils les font espérer longtemps jusqu'à se retrouver en dehors des délais impartis à la paix. Écoutez plutôt cet habitant de la province de Rumongue. Les habitants de la province de Rumongue ont de graves problèmes et celui qui est à l'origine de ces problèmes est un conseiller juridique du gouverneur de cette province du nom de Ruben Bizimana. Ruben Bizimana donne de faux espoirs aux gens en les faisant comprendre que c'est lui qui a le dernier mot sur les procès et au niveau des lois. Il profite de l'ignorance du peuple et lorsque les personnes en conflit viennent le voir pour plaider leur cause, quand une partie n'accepte pas la décision des conseillers de colline dans la résolution des conflits, le conseiller juridique prend l'affaire en main pour réécouter les parties en conflit alors que celui qui a perdu au cours d'un procès n'a que 15 jours pour interroger
jeter appel. Ces manigances du conseiller les font perdre du temps et se retrouvent dans une situation où ils ne peuvent plus faire appel. Par après, ces gens essaient de saisir la justice trop tard parce que le conseiller a mis du temps pour se rendre compte qu'il n'en est pas capable, surtout qu'il y a même ceux qui lui donnent de l'argent. Les habitants de Rumongue sont dans le désespoir, leur causé par Ruben Bizimana, alors que c'est bien lui qui devrait leur montrer le bon cheminement des choses, s'il le faut, et rappeler que la bonne voie est celui de la justice. Le gouverneur en a été formé, mais il n'a rien fait. Il demande en effet au président de la République, lui qui lui a mis dans son poste, de le destituer car il n'en est pas digne. Au chapitre économie, la problématique de la pénurie du carburant s'observe toujours dans différentes provinces du pays. En province de Muyinga, ce produit atterrit depuis plus de 2 semaines. Le peu que l'on trouve dans cette province s'achète au marché noir à un prix exorbitant. Le détail avec Eric Nyonzima. Dans la province de Muyinga, au nord du pays, les habitants indiquent que le problème de la pénurie du carburant est devenu de plus en plus inquiétant. Ils font savoir qu'ils viennent de passer 2 semaines sans s'approvisionner en carburant de type essence. Ils donnent l'exemple de 4 stations-service se trouvant dans la ville de Muyinga qui n'ont aucune goutte d'essence. L'un des habitants de la province de Muyinga raconte. Il y a 2 semaines, on n'a pas de carburant de type essence depuis 2 semaines. On avait un peu de mazout il y a quelques jours, mais actuellement, il est fini, c'était en petite quantité. Le prix de transport a déjà grimpé car le ticket dans le quartier, c'est 1500 francs au lieu de 1000 francs. Les prix ont varié selon beaucoup de choses. Par exemple, le camion d'un rempli de blé qui coûte 260 000 francs au lieu de 250 000 francs. Même si la situation se présente ainsi, il trouve du carburant au marché noir, mais à un prix très élevé. Oui, on peut avoir un peu de carburant clandestinement au marché noir. On retrouve difficilement et à un prix exorbitant. Par exemple, une bouteille d'un litre et demi coûte 12 000 francs. Cette pénurie du carburant cause la hausse des prix de certaines marchandises. Certains commerçants spéculent en haussant les prix de leurs marchandises à leur guise. Les habitants de la ville de Muyinga demandent au gouverneur de remédier à ce problème, comme il avait récemment promis aux citoyens de le résoudre dans l'immédiat. Merci à toi, Eric Nyonzima. Dernière nouvelle de cette édition, la faible production des produits d'exportation, la mauvaise exploitation des minerais, la négligence dans la mise en application des projets de développement, ainsi que la mauvaise gouvernance sont entre autres les causes derrière la carence de devises qui se remarque toujours au Burundi. Cela a été soulevé par Gabriel Ufiri, président de l'ICOM. C'était au cours d'une conférence de presse de ce jeudi. Pour le président de cette organisation qui lutte contre la corruption et les malversations économiques, il existe des mesures qui doivent être mises en place par le gouvernement pour pallier à ce problème. Nous voulons demander au gouvernement d'abord de rendre indépendante la BRD. Vous savez que la politique monétaire dans le monde entier, ce sont les banques centrales qui s'occupent de cela. Et une fois qu'une telle institution est à la présidence, ça devient autre chose. Et tout commence par là. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut rendre la BRD indépendante et gérer par les normes. Deuxième recommandation, nous demandons à ce que les peu de devises que nous avons soient gérés dans la transparence et donner réellement aux personnes qui vont importer, mais aussi de surveiller rigoureusement les bénéficiaires de ces devises. Nous demandons aussi de mettre en place un système de suivi pour ceux qui ont reçu ces devises. Par ailleurs, on en profite d'exiger un audit international de tous les devises qui ont été données dans le cadre de l'importation des produits pétroliers. Souvenez-vous des histoires de prestige et dont je ne sais pas de quoi. Maintenant, il faut un audit crédible pour montrer réellement ce qui se passe au niveau des devises. Mais aussi
aussi de même pour les fertilisants. Nous voyons dans le budget qu'il y a de l'argent qui est ramené. Mais on a besoin, que ce soit pour les fertilisants, que ce soit pour les médicaments, que ce soit pour les produits pétroliers, il faut qu'il y ait vraiment un audit indépendant en vue de prouver réellement cette situation. Aussi, nous demandons à ce qu'on combatte énergiquement les circuits informels et frauduleux de rachat des devises. Notre recommandation destinée aux autorités politiques, nous voulons que les missions à l'étranger soient réellement vraiment des missions qui sont des missions importantes. Ce n'est pas bon qu'on voit toujours des missions de l'argent qu'on n'en a pas, des devises qu'on n'en a pas, qui sortent comme ça sans évaluer l'importance de ces missions. La deuxième catégorie de recommandations, c'est juste pour diversifier les sources de devises. Nous demandons à ce que le gouvernement investisse davantage dans l'écriture industrielle, génératrice de devises, essentiellement les exportations du café, du thé, du coton, du développement des secteurs minéraux, du tourisme, de la diaspora et de l'investissement direct étranger et de la coopération internationale. C'était Gabriel Ruffieri, président de l'ORICOM. C'est sur cet élément que nous mettons en point final à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à l'équipe de la rédaction et à l'équipe technique pour leur bonne collaboration. À la présentation, vous étiez avec Onésime Dushimagis. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.